Bienvenue dans cet épisode du podcast Immersion, plonge dans les études supérieures. Tu veux trouver les études supérieures qui te correspondent? Alors pendant les 30 prochaines minutes, je t'invite à plonger dans le quotidien d'une étudiante. Au cours de cet épisode, elle te partagera son expérience dans les études qu'elle suit, te parlera des raisons qui l'ont amenée à suivre ce parcours et te transmettra ses secrets pour réussir. Bienvenue Mariam, merci beaucoup d'être là pour ce troisième épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter un peu ton parcours? Salut Shaima, merci à toi de m'avoir invité pour parler de mon parcours. En tout cas, moi, c'est Mariam Klifi, j'ai 19 ans et j'ai fait un bac art appliqué. C'est un bac technologique dans lequel pendant 2 ans, j'ai étudié tous les domaines de design, design graphique, produits, espace et mode. Et par la suite, j'ai choisi de faire un DEL-MAD mention design innovation sociale, spécialité graphisme et produits. Donc, un DEL-MAD, c'est quoi? C'est un diplôme équivalent à un grain de licence et en fait, il remplace les BTS de design qui étaient présents avant. Donc là, actuellement, je suis en troisième année, donc c'est un diplôme sur 3 ans et on étudie principalement différentes démarches de design qui incluent en fait des besoins sociaux et économiques pour proposer des outils, on va dire, plus adaptables pour le futur. J'aime donner comme citation pour parler d'innovation sociale, celle de chantier ouvert au public. C'est un projet qu'un collectif d'innovation sociale très connu en France a donné et la citation est la suivante. L'innovation sociale entend produire des réponses nouvelles à des besoins sociaux ou des aspirations sociales en impliquant tous les acteurs concernés. En premier lieu, bien sûr, les usagers, parce qu'on est des designers. Ça entreprend l'invention, l'expérimentation, la diffusion et l'évaluation des nouvelles solutions. C'est hyper intéressant cette citation parce que ça nous permet d'un peu mieux cerner ce qu'est l'innovation sociale. Mais du coup, est-ce que tu aurais un exemple pour illustrer ce que tu viens de dire? Un exemple de projet ou autre chose? Oui, tout à fait. Un exemple de projet qu'on a eu à faire avec un partenaire, on devait réfléchir à un système d'outils pour développer l'autonomie des enfants dans la crèche. Du coup, on est allé sur le terrain faire des observations, des enquêtes d'usagers. Donc vraiment observer sur le terrain le besoin spécifique pour développer l'autonomie de l'enfant. Et par la suite, on a fait une solution qu'on a eue grâce aux échanges, aux observations qu'on a faites. Et on a fait justement un prototype qu'on a testé sur le terrain. Quelles sont les matières que tu as? On a différents UE, donc différentes unités qui regroupent différentes matières. Par exemple, le français, la sociologie et la philosophie, c'est inclus dans le UE humanité. Donc vraiment, c'est une UE spécifique de tout ce qui est les sciences humaines. Ensuite, il y a l'UE projet. Donc, c'est tout ce qui est lié à la démarche de projet, à l'enquête de terrain, au développement de projets et gestion aussi de projets. On n'a pas forcément de cours de gestion de projet parce que du coup, c'est un peu sur le terrain qu'on expérimente. On a aussi un autre UE sur tout ce qui est économie. On a des cours d'économie alliant différents sujets sur l'entrepreneuriat, sur tout ce qui est propriété intellectuelle, parce que c'est super important en tant que designer. On va être pas mal amené justement à faire des créations et comment protéger ces créations, etc. Et du coup, ça, c'est les 3 gros volets qu'il y a. J'ai oublié juste un volet aussi, c'est savoir-faire technique. Il s'agit des cours de tout ce qui est matériaux, comment utiliser une perceuse et comment bien assembler les bois, etc. Parce que du coup, on est pas mal aussi amené dans le prototypage de faire tout ça, mais aussi tout ce qui est découpe laser, imprimante 3D un petit peu. Enfin, on a quelques notions, mais en fait, la formation t'encourage de développer en autodidacte celle que tu veux. On nous a montré que les bases. Pour davantage se former, c'est à toi de entreprendre la démarche. Dans le savoir-faire technique, on a aussi des cours de logiciels numériques, notamment la suite Adobe. Je voulais savoir s'il y a des cours de langue aussi dans ta formation.
Il y a des cours d'anglais. Il y a un semestre où on était noté sur l'oral, un autre semestre où on était noté sur l'écrit. À la fin de la première année, quand on a fait notre stage, on a présenté notre rapport de stage pendant 10 minutes à l'oral en anglais. On était noté sur ça. Il y a possibilité d'avoir des cours d'allemand s'il y a plusieurs élèves qui le réclament. Et un autre volet qui reste, c'est celui de culture. C'est l'acquisition de la culture du design, etc. Les différents mouvements de design depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et ces cours-là un peu théoriques, c'est souvent mélangé avec d'autres mentions. Donc, par exemple, nous, en première année, on était mélangé avec toutes les mentions qu'il y a dans l'établissement, à savoir produit, graphisme et espace. Et en deuxième année, on était juste mélangé avec avec les graphistes, du coup. Et du coup, quand tu me parles des mentions, c'est d'autres filières de DNMAD, c'est ça? Tout à fait, oui. D'autres filières de DLMAD présentes dans l'établissement. Et donc, les autres filières de DNMAD sont aussi axées sur tout ce qui est design, ou ça peut être aussi d'autres choses plus variées? Oui, eux, ils sont plus axés justement sur les domaines spécifiques de design, à savoir par exemple le produit, du coup ils sont plus spécifiés tout ce qui est produit, matériaux, etc. Et ensuite ceux qui sont en espace sont plus spécifiés vers tout ce qui est espace. Ils ont d'autres matières que nous, parce que notre filière innovation sociale, elle est plus centrée sur l'usager et les mouvements sociaux. On est pas mal amené justement à faire ce travail d'explication tout au long de ces études-là, parce que du coup, comme c'est un domaine qui est assez nouveau et que chacun en fait est très ouvert, c'est-à-dire que tu peux t'orienter vers différents voies possibles. On parlera des débouchés après, mais du coup, comme c'est très ouvert, chacun a sa propre voie à dessiner. Dans les matières que tu m'as données, enfin, je trouve que c'est vraiment très varié. Donc, est-ce que, par exemple, si quelqu'un n'aime pas, je sais pas, admettons que quelqu'un n'aime pas les humanités, Mhm. est-ce que tu penses que c'est quand même possible de réussir dans cette filière-là et d'aimer ces études-là? Réussir, je pense que oui, parce que en fait, il y a des compensations. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, une mauvaise note dans un UE, bah du coup, si tu réussis super bien les matières d'un autre UE, par exemple les matières de savoir technique, bah du coup, en fait, ça compense ta mauvaise note, ça compense la moyenne totale de tout ton semestre. Ce qui fait que même si tu rates parce que t'aimes pas une matière, tu rates la matière, ça va pas complètement te casser ton semestre. Et du coup, bah, ça m'amène du coup à aller un peu plus en profondeur dans le système d'évaluation. Du coup, dans les matières théoriques telles que économie, c'est équivalent à un partiel, vraiment un gros devoir sur table par semestre. Et après, pour les autres matières, notamment le projet, là, on est noté par module. Un module, c'est durant 5 semaines, on fait un projet. Et du coup, ce projet-ci, on va vraiment se focus dedans pendant 5 semaines et à la fin de ces 5 semaines, on va être noté. Donc, une fois que tu es noté dessus, tu passes à l'autre module qui est aussi de 5 semaines, ainsi de suite jusqu'à la fin du semestre. L'ensemble des notes de tous les modules que tu as fait va donner ta moyenne de semestre et du coup ta validation ou pas du semestre. Une chose super importante, c'est que il n'y a pas si longtemps, ils ont refait une réforme dans les DNMAD et aujourd'hui, ce n'est plus des notes mais des appréciations. C'est-à-dire qu'on a du défaillant, pas acquis, maîtrise fragile, bonne maîtrise et très bonne maîtrise. Et c'est équivalent à une tranche de notes. Du coup, il faut avoir quelle appréciation pour valider un projet? Alors, il faut avoir du coup bonne maîtrise, voire très bonne maîtrise. Si tu as pendant tout l'UE que des maîtrises fragiles, là tu valides pas ton UE et du coup tu dois faire un rattrapage. Mais si tu as juste par exemple une maîtrise fragile dans une matière et peu près dans toutes les autres matières tu as bonne maîtrise, il y aura une compensation de l'ensemble des matières qui fait que si tu as plus de bonne maîtrise, la maîtrise fragile, elle va passer en bonne maîtrise. Et ce qui est bien, c'est que comme la matière, elle ne se trouve jamais seule, c'est l'ensemble de 3 matières, par exemple, qui va en fait valider ton semestre. Ok, donc il y a moyen de se rattraper même si on a eu... C'est ça. Quel est le volume horaire dans la semaine? Première année, on faisait, on va dire, du 8h-17h tous les jours, sauf une après-midi qui reste vide. Ça s'allège un petit peu en deuxième année. On fait à peu près du 9h-17h
3 jours de la semaine et puis après les 2 autres jours, c'est plus, léger, par exemple de 8 heures à midi, ou, de 8 heures à 14 heures. Les emplois du temps, ils changent pas mal selon les matières, lorsqu'on change de module de 5 semaines. Comme c'est un ancien BTS, l'avantage qu'il y a, c'est aussi d'avoir beaucoup, beaucoup de pratiques. Par pratique, j'entends du coup aussi, pas mal de stages. À savoir qu'en première année, on a, 2 semaines de stage à faire dans une, association pour voir un peu le fonctionnement, d'une association, qui a des valeurs humaines et cetera. Vu que nous, on est pas mal sur, tout ce qui est, usager, on a besoin justement d'être au contact des personnes et faire un stage en association en première année, ça permet, d'être en contact avec, l'usager au début pour justement en deuxième année faire un stage de 12 semaines minimum et en troisième année, il y a possibilité de faire un stage affilié, c'est-à-dire un stage en même temps que des études. On a une journée dédiée de la semaine, on a du coup 4 jours, enfin, où on va à l'établissement et il y a possibilité pour certains, s'ils le souhaitent, c'est pas obligatoire, de dédier le 5e jour qui est vide à un stage, affilié, à son sujet de mémoire. Donc un peu comme une alternance, mais pas payée, quoi. Exactement. Et du coup, tes 2 premiers stages, tu les as fait où? Mon premier stage, je l'ai fait dans un centre socioculturel, à Strasbourg. Je l'ai fait là-bas parce que je voulais voir un peu le fonctionnement d'un quartier, les activités, qu'ils peuvent avoir les habitants. Je voulais avoir pas mal de contacts avec les habitants, parce que je veux justement, pas mal travailler avec les habitants pour mon sujet de mémoire et bah, mon stage de deuxième année, j'ai fait 1 mois chez un collectif, d'architectes qui sont, spécialisés un peu dans l'architecture, alternative, à savoir, la participation, des habitants, dans les projets architecturaux, la concertation citoyenne, les chantiers participatifs. Là, actuellement, je suis encore en période de stage parce que justement, j'effectue un stage de 2 mois chez une agence, de design, d'innovation sociale à Bruxelles qui se centre sur, des formations et de l'accompagnement de projets pour des secteurs publics. Un exemple, c'est un projet que je suis en train de suivre actuellement, c'est avec la commune d'Etterbeek à Bruxelles. L'agence, elle suit les ateliers et elle anime du coup des ateliers pour que les habitants puissent partager le budget participatif de la commune. Et du coup, nous, en tant que designers, on est là pour proposer des outils qui permettent et qui facilitent le dialogue et qui permettent aussi de poser des idées concrètes sans s'éparpiller durant l'atelier. Donc on est là justement pour apporter les outils visuels, graphiques, de la facilitation graphique aussi, mais aussi de la facilitation de groupe. Et donc ça correspond à ce que tu fais là en ce moment? Tout à fait. Tu as fait un stage là en fin d'année dernière, et là du coup, tu en as encore un autre, c'est le stage affilié, comme tu disais, c'est ça? J'ai oublié de dire un détail très important, c'est que le stage de deuxième année, il doit se faire entre la période de juillet à 1er novembre. Donc tu as 4 mois pour répartir tes 12 semaines comme tu le souhaites. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris le mois de juillet pour faire mon stage. Le mois d'août, c'était vacances, parce que quand même. Et le mois de septembre et octobre, je l'ai dédié justement à la fin de mes 12 semaines, quoi. Et du coup, donc là, tu m'as dit que tu étais à Bruxelles. En France, je sais que les stages sont rémunérés à partir de 8 semaines. Et est-ce que c'est pareil là-bas? Malheureusement, non. Ici à Bruxelles, de toute manière, c'est bien connu que les étudiants ici, ils peuvent travailler 6 mois et ne pas être rémunérés. Mais j'ai eu des aides pour le déplacement. Vu que je fais un stage à l'étranger, je bénéficie d'une aide de Erasmus+, plus une aide de mobilité Grand Est qui est donnée à partir de 4 semaines de stage. Et ce qui est très important à savoir, c'est que tu peux bénéficier de la bourse Grand Est que si tu, fais un stage dans ces 4 pays, Luxembourg, Belgique, Allemagne et la Suisse. Comment est-ce que tu as trouvé tes stages? On a la chance d'avoir un tableau, où, tous les promos, ont rempli, leur stage. C'est un tableau qui fait office de suivi, c'est-à-dire qu'on est suivi par les profs dans notre recherche de stage avec ce tableau-là et en même temps, du coup, comme on a accès
au tableau de suivi des autres promos, bah, du coup, on peut voir les différentes réponses qu'ils ont eues, les différentes, avis et cetera. Ça m'a pas mal aidée, dans ma recherche de stage et aussi comme c'était un tableau de suivi, partagé, bah, tu pouvais voir justement, les personnes dans ta promo où ils ont postulé et s'ils ont été refusés, pourquoi et si la raison est parce qu'ils ne prennent pas de stagiaires, bah, toi, tu sais déjà que ça sert à rien de postuler. C'est aussi, rassurant, pour les étudiants et pour les profs de justement, avoir une transparence dans, la recherche de stage. C'est super intéressant parce que j'avais déjà entendu parler de ce genre de liste qui permet de trouver un stage grâce aux expériences des gens qui sont passés avant nous. Le fait qu'en plus ce soit aussi précis, qu'on sache pourquoi il y a eu un refus ou quoi, je trouve que c'est vraiment une super idée. Oui, vraiment, c'est super bien fait et du coup, bah, mes 2 stages, je les ai trouvés grâce à ça. C'est 2 stages que 2 étudiants ont fait aussi il y a 2 ans. Du coup, bah, j'ai postulé et comme, ils ont déjà une vision, de mon établissement, j'ai eu un entretien et j'ai été prise, avec mon voile. Ah bah ça c'est super. Et du coup maintenant qu'on en sait plus sur ta formation, si jamais on est intéressé et qu'on veut postuler, comment on s'y prend? Donc ma filière d'innovation sociale, la sélection se fait sur Parcoursup, bien sûr, et ils prennent en priorité les bacs d'art appliqué, donc mon bac à moi, STD2A. Ensuite, ils prennent les bacs généraux et ensuite les bacs techniques et enfin il y a un quota pour les bacs pro. Donc ma filière est très sélective. Il y a, par exemple 200 candidatures pour 15 places. Le dossier, c'est, comme c'est une filière, centrée sur le design humain, ça c'est un conseil que je peux donner, c'est vraiment, se mettre en avant, avec, tout ce que tu peux faire à côté, d'associatif, et cetera. Les appréciations du professeur du bulletin ont plus de poids dans un dossier. Ensuite, l'avantage qu'il y a, dans cet établissement, c'est que, ils ne prennent pas, sur entretien, c'est-à-dire que c'est juste sur sélection de dossiers, ce qui est assez rare. 80 des diplômes de design, c'est sur entretien. Tu disais qu'en venant d'un bac pro ou technologique, on peut postuler, mais est-ce que c'est valable pour toutes les filières? Par exemple, un élève qui viendrait de STL, où là du coup c'est sciences et techniques du laboratoire, je crois, donc rien à voir avec le design, est-ce qu'il pourrait quand même intégrer la formation? Oui, tout à fait. Tu peux postuler, pour tous les, bacs, techniques. Et du coup, c'est pareil pour les bacs pro. Peu importe le bac pro qu'on a fait, on peut rentrer, enfin, on peut postuler. Oui. Quels sont les débouchés? Pour ce qui concerne des débouchés, comme on a un bagage assez, touche à tout, les portes sont assez ouvertes et tu traces ton chemin, de manière assez libre. La première promo, de cette formation, il y a différentes personnes qui sont parties dans différents, domaines d'expertise. Par exemple, il y en a certains qui sont partis, vers des, domaines d'artisanat, à savoir la céramique, parce qu'ils ont découvert justement pendant la formation que, ce qui leur plaisait, eux, c'est, travailler avec leurs mains. Et il y en a d'autres aussi qui sont partis, de la recherche universitaire de design, donc dans l'université de Nîmes pour devenir en gros designer-chercheur. Et il y en a d'autres aussi qui sont partis, dans, le domaine, du soin, qui est en fait, le design appliqué dans le domaine de l'hospitalier. Aujourd'hui, ils intègrent de plus en plus de designers pour améliorer le cadre de vie, les modes de vie de l'hôpital, les différents, interactions entre des patients et cetera. Et ça, c'est complètement dans, les capacités du designer, l'essence même, de notre formation à nous, de design innovation sociale. Ensuite, tu peux aussi partir sur, tout ce qui est, design de service, à savoir, le UX design. Il s'agit, de, améliorer, les services, numériques et les interfaces numériques. Selon toi, quelles sont les qualités qu'il faudrait développer pour pouvoir réussir dans cette formation-là? Je pense que c'est plutôt être curieux. Quand tu apprends une chose, par exemple un outil qu'on te donne, il faut aller, l'explorer toi-même et de pas se fermer dans une case. Parce que, quand tu te fermes dans une case, tu tournes en rond et tu arrives plus à voir au-dessus de ton nez et du coup, tu peux tomber vite dans une version, fataliste, des études. On voit plein de choses, mais finalement on est expert de rien et puis après être pessimiste. Donc, au-delà de la curiosité, il y a aussi le fait d'être force de proposition, de prendre des initiatives, de pas attendre que tout nous tombe dessus, utiliser chaque chose qu'on apprend comme une opportunité
pour aller C'est plus ça. loin? Tu as vraiment employé les bons termes. Ce que j'ai vraiment appris le fait de prendre des initiatives et de ne pas se focaliser seulement sur les cours, mais aussi de se former ailleurs, dehors, dans la vie, associative, enfin dans la vraie vie et c'est là, en fait, que moi j'ai pu développer davantage de soft skills, comme on dit. Comprendre qu'en fait, ton métier de futur ne se fait pas seulement dans tes cours, il se fait dehors aussi. Ça, c'est vraiment un des grands apprentissages que j'ai appris durant, ces études-là et le 2e qui rejoint en vérité, le 1er, c'est l'esprit critique. Honnêtement, j'ai vraiment appris à avoir plus un esprit critique qui te permet, d'argumenter et de pousser ta réflexion plus loin et du coup de développer des solutions. Ce qui m'a appris aussi l'esprit critique, c'est quand tu tombes, on va dire qu'un projet, par exemple, tombe à l'eau parce que tu as foiré une chose, il te permet de retomber vite sur tes pattes et de te dire: «OK, alors je me suis trompé là, j'ai fait ça, j'ai expérimenté, c'est l'essentiel. Maintenant, j'observe que, c'est pas tip top, donc je réagis parce que, il me reste une semaine, je dois absolument le finaliser. C'est pas en pleurant devant ce petit défaut que je vais réussir». Je vois. Et du coup, donc de ce que j'ai compris, le fait de t'engager à l'extérieur de ta formation, d'être active dans des associations, etc., ça t'a vraiment forgé, ça t'a vraiment permis de te former. Et Mmh. du coup, est-ce que bah, pour les Strasbourgeois qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des associations ou des programmes que tu aurais suivis à citer qui pourraient être utiles à tous? Complètement et à commencer par là où on s'est rencontrés, à savoir Teslab. Il y a Mariam avant et Mariam après Teslab. Honnêtement, c'est une expérience que je conseille à toute personne jeune qui est un peu perdue, qui ne sait pas quoi faire, mais qui sait en fait qu'elle peut faire des grandes choses, mais que juste elle sait pas par où commencer. Vraiment Teslab, je conseille à 1000%. Le programme du coup, il se centre sur la confiance en soi, la prise de parole et l'entrepreneuriat. 3 choses vraiment très, très liées qu'aujourd'hui en tant qu'étudiant tout le monde doit au moins connaître ces thématiques-là pour justement, en fait, parce qu'une fois que tu es sensible ou que tu as déjà entendu quelque chose ou que tu as déjà fait quelque chose, tu es plus sensible aux portes, on va dire, qui peuvent s'offrir et tu es plus sensible aux opportunités. Donc, c'est vraiment bénéfique de connaître ces thématiques-là et suivre des programmes avec ces thématiques-là. C'est vraiment ça qui permet d'avancer. Il faut aller sur le terrain justement pour connaître ces thématiques-là et pour rencontrer des gens et vraiment conscientiser tout ça. C'est super intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Je me permets juste de présenter l'association parce que c'est intéressant quand même de savoir de quoi il s'agit. Donc en fait, TESLAB, c'est une association qui est née à Strasbourg et pour le moment qui ne propose des choses qu'à Strasbourg et j'espère qu'elle pourra se déployer un peu partout dans la France. Donc dans le nom TESLAB, TES c'est l'acronyme pour transmettre l'excellence à travers les soft skills. Donc les soft skills c'est quoi? C'est toutes les compétences qui vont relever du savoir-être. Par exemple, être patient, on peut considérer ça comme un savoir-être. Être à l'écoute, savoir bien communiquer. Et du coup, il propose des bootcamps. D'ailleurs, je vais participer bientôt, donc j'essaierai de faire un petit retour sur le compte Instagram pour les étudiants strasbourgeois qui pourraient être intéressés. Et ils ont également proposé un hackathon en juin dernier, c'est là où on s'est rencontrés, Mariam. Et donc le principe, c'était en 48 heures de pouvoir développer des solutions entrepreneuriales aux problématiques qui sont liées à la mobilité douce. Et quelle expérience, c'était une super bonne expérience. Vraiment, il faut être dans ces réseaux-là, en fait, pour justement comprendre de quoi on parle. Et des réseaux vraiment qui sont très ouverts, c'est ça l'avantage et c'est pour ça que je le dis, en fait, dans ce podcast, c'est parce que c'est très ouvert. Tout jeune motivé qui veut réussir, qui est soucieux, de son avenir, je conseille, cette association. D'ailleurs, si je me trompe pas, il me semble que le bootcamp de TESLAB t'a permis de créer une association avec ton ami Amel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Dans le volet justement d'entrepreneuriat durant le programme de TESLAB, avec une amie que j'ai rencontrée durant le programme, on a eu une idée d'entrepreneuriat qui est d'accompagner les femmes immigrées dans leur expression orale afin de leur faciliter leur insertion professionnelle, ce qui est parfois difficile et la langue peut être clairement un frein. Et du coup, on a eu l'idée justement de faire des ateliers de prise de parole, etc. Ça fait une année qu'on donne des ateliers, mais on aimerait du coup que ça se concrétise en vrai projet professionnel pour plus tard. Donc c'est que les débuts. Pourquoi est-ce que tu as fait ce projet-là? Comment t'es venue l'idée? L'idée, elle est venue vraiment en pleine discussion avec ML, en pleine discussion sur l'entrepreneuriat, etc. pendant le programme. On a eu cette idée-là parce que on est sensibilisé à ces problématiques-là
du fait que nous-mêmes, on est 2 filles, immigrées, enfin, on est venues ici en France, tardivement. Donc le fait d'être confrontées à la barrière de la langue, et de voir que finalement, grâce aux études, on a réussi à s'en sortir, mais que finalement, nos propres mamans, du coup, qui ont fait ce sacrifice de changer de pays, qui ont fait ce sacrifice de tout changer leur mode de vie, pour leurs enfants, elles sont encore en galère. En fait, ce que vous voudriez, ce serait pouvoir apporter donc, à vos mères et à toutes les personnes qui font face à cette problématique mais qui n'ont pas eu la chance de faire des études, vous aimeriez leur apporter ce que vous avez eu, vous, Oui. grâce aux études, c'est ça? Oui, parce qu'on sait que des mamans qui savent parler, c'est des mamans épanouies et des mamans épanouies font des enfants épanouis. Ça, c'est vraiment notre vision et ce qui nous anime en fait dans les ateliers parce que justement, on aimerait donner à ces femmes-là qui toutes ont la même tranche d'âge que nos vraies mères, redonner ce pouvoir-là qu'elles avaient déjà certaines dans d'autres pays où elles ont grandi, quoi. Et ça, c'est aussi une chose en vérité que je conseille, et c'est trouver les choses qui vous touchent et qui vous animent. Et du coup, ces choses-là, tu peux les faire en mettant en œuvre un projet pour justement animer cette valeur-là, mais tu peux aussi juste en avoir conscience de tous ces sujets-là qui te renforcent à l'intérieur pour justement en fait te renforcer dans ta vie d'étudiante, pour en faire un moteur pour avancer de plus belle. Maintenant, on va parler de ton ressenti. Je pense qu'on a déjà la réponse en tête avec tout ce que tu nous as dit jusqu'à présent. Est-ce que tu es satisfaite d'avoir choisi ces études et est-ce que tu as déjà regretté ce choix? Je dirais que oui, ça me plaît, mais je trouve qu'il y a quelques éléments qui me manquent, que j'avais pas saisis avant quand j'avais 18 ans, quand j'ai choisi, mon vœu d'orientation, et du coup, tout ça fait que, je suis contente en vérité de ce que j'apprends, mais je reste un peu sur ma faim. Je reste un peu, frustrée, de pas développer, plus de connaissances sur mon métier et est-ce que je regrette, mon choix? J'aime bien dire la phrase vraiment, très rassurante qui est, «Il n'y a pas de regret dans la vie, que des apprentissages». Ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas regretter un choix qu'on a fait. Le choix que tu entreprends, souvent, c'est le meilleur choix que tu as fait au moment présent, avec les connaissances que tu avais, avec les discussions, les sourires, les des personnes que tu as rencontrées. Et je regrette pas du tout mon choix parce que je sais que ça m'a donné pas mal d'apprentissage sur moi-même et sur la vie aussi. Donc ça, c'est 2 choses que je trouve, essentielles pour avancer. Par le biais des rencontres que j'ai eu à faire, grâce au projet qu'on a eu, avec les différents partenaires, le stage qui m'a permis aussi de rencontrer différentes personnes et me positionner moi-même dans des situations, complètement hors de ma zone de confort, ça m'a vraiment apporté une réflexion sur, quel mode de vie j'aimerais avoir plus tard. Est-ce que la sécurité m'est importante? Est-ce que je préfère, être, épanouie, mais mettre de côté ma sécurité? Est-ce que mon confort est important? Est-ce que, finalement, si je suis passionnée ou si je vois en fait, le sourire de quelqu'un, c'est ça mon confort à moi ou mon confort à moi c'est autre chose? Et du coup vraiment ce sont toutes ces questions-là que cette formation, par le biais des projets que j'ai eus, des doutes aussi que j'ai eus, c'est tout ça en fait qui m'a apporté sur le plan, personnel. Et je conseille aussi de faire des stages parce qu'en fait, au-delà des compétences professionnelles que tu peux acquérir, ça te met une grosse claque de réalité. Ça te met en perspective le mode de vie que tu aimerais toi avoir dans ta vie professionnelle. Rien que pour ça, je conseille faire des stages. Vraiment, c'est super important parce que quand tu es perdu, c'est vraiment une des solutions qui te permet, d'être, moins perdu. Parfois, c'est pas rassurant, hein. Moi, je dis, parfois quand tu vois des modes de vie dans un stage qui te correspond pas forcément, pas rassurant. Mais d'un autre côté, avec le recul, c'est très rassurant parce que c'est mieux de se rendre compte que ce mode de vie ne te correspond pas pendant les 2 mois de stage, qu'après ton diplôme, tu te rends compte vraiment que tu as signé pour un contrat, CDD, de 1 an, avec un mode de vie qui te correspond pas du tout. Ouais, plus on découvre tôt, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et plus ce sera Ouais. simple de construire, notre avenir, nos projets et du coup, tu conseilles de faire des stages mais je comprends pas trop parce que, les stages, c'est obligatoire dans ta formation? C'est un conseil pour, les personnes qui choisissent des formations dans lesquelles c'est pas du tout obligatoire de faire des stages. Mais du coup, faites des stages, même si c'est facultatif. Non, c'est facultatif. En fait, si tu es perdu, pour toi, c'est obligatoire ou si tu as un doute ou autre, c'est obligatoire pour toi et il y a pas
Donc au final, c'est obligatoire pour tout le monde parce que personne n'est à 100%. Oui, c'est obligatoire pour tout le monde. C'est juste que les gens qui ont, par exemple, pour ma formation, moi, que c'est vraiment obligatoire, il y a un enjeu. Parce que si je le fais pas, je rate mon semestre et mon année. Donc là, il y a un enjeu. Et pour les gens qui sont en université, que c'est facultatif, là, il y a pas d'enjeu. Donc, d'ores et déjà, ça change. Mais non, l'enjeu, en fait, c'est ça qu'on dit pas, c'est que c'est pas seulement ton semestre qui tombe à l'eau, mais l'enjeu aussi, c'est ton temps, en fait. Si tu tombes sur une formation que finalement tu pas, que tu as un doute, que tu pas trop sûr d'aimer et que tu fais pas de stage à côté, bah, en fait, tu perds ton temps. C'est ça l'enjeu, c'est que genre tu perds ton temps. Donc un enjeu encore plus grand que de rater un semestre au final. Exactement. Trop, trop intéressant. Là, vraiment, Mariam, t'es notre grande sœur. Est-ce que tu trouves que cette formation est difficile par rapport au niveau? Le niveau qui est demandé, est-ce que tu trouves qu'il est exigeant? Est-ce que ça demande du travail, beaucoup d'efforts? Je trouve que la formation, n'est pas si difficile que ça. Du moment que tu travailles un minimum dans les cours et un minimum en dehors des cours, c'est bon, tu peux réussir, ton semestre, assez sereinement. Mais du coup, il faut bien savoir travailler, en groupe. Il faut bien savoir, s'organiser et bien savoir se concentrer, dans les cours parce que justement, en fait, les heures de projet, c'est fait pour que tu travailles à l'école avec les profs pour que justement, tu as le moins à faire, chez toi. Et quand tu dis qu'il faut travailler un minimum en dehors des cours, c'est quoi un minimum pour toi? Est-ce que c'est travailler 1 heure par jour, travailler 3 heures par semaine? Un minimum, je dirais que ça correspondrait à 2 heures, par jour. Ça dépend en vérité de la phase du semestre. Si tu es au début du semestre, c'est assez léger, donc tu pas amené à travailler, 2 heures par jour. Mais si c'est la fin du semestre, alors là, tu travailles vraiment 2 heures par jour, pendant 2 semaines au moins. Et le travail dont tu parles, c'est un travail en groupe ou c'est vraiment travailler individuellement 2 heures assis derrière un bureau? C'est plutôt travailler individuellement, 2 heures, pour un projet, que tu peux avoir, en groupe. C'est-à-dire en classe, vous divisez les tâches et puis après chacun a ses tâches à faire chez soi. Ou soit il y a aussi des projets plus individuels, qui se font, dans d'autres matières. Mais de tous les cas, c'est 2 heures, par jour tout seul. Alors, comme on a vu, tu as beaucoup de projets, enfin, tu t'investis dans des associations. Là, tu as carrément un projet qui doit prendre du temps, hein, ce projet exceptionnel. Du coup, comment est-ce que tu concilies ta vie personnelle avec tes études? Principalement, je m'organise comme ça. Le week-end, je le dédie, au projet, perso et après la semaine, je le dédie, au projet des cours. Qu'est-ce que tu dirais à la personne que tu étais au lycée? Je lui dirais de pas paniquer et de prendre recul de ses émotions. Parce qu'en fait, à la période de lycée, le choix de l'orientation a été pour moi très, 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 angoissant, très stressant. Je suis passée par tous les états émotionnels. Il faut se rassurer et se dire que, quoi que tu fasses, ça va forcément, t'apporter, quelque chose, soit sur toi, soit sur la vie. Enfin, ça va t'apporter, un apprentissage de toutes les manières. Bah, merci beaucoup, Mariam, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et de nous parler de ton expérience dans les études supérieures. C'était hyper enrichissant et vraiment, j'ai pas les mots. Je suis sûre que ça va aider plein de futurs étudiants. Et pour tout ce dont tu as parlé pendant l'épisode, donc par exemple l'association TESLab ou alors encore ta formation, je mettrai les liens vers les sites internet dans la description de l'épisode. Merci à toi en tout cas, pour cette initiative, et merci aux personnes qui ont écouté, tout le podcast. En tout cas, j'espère que quoi qu'il en soit de votre situation que vous, endurez ou que vous passez, que, ça ira pour, tout choix que vous allez entreprendre. Tu es encore là? Alors cet épisode t'a certainement plu. Si tu penses qu'il pourrait être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le lui partager. Et pour qu'on puisse améliorer ce podcast ensemble, je suis ouverte à toute suggestion ou critique, du moment qu'elle est constructive. Pour cela, tu peux me contacter via la page Instagram du podcast ou via LinkedIn. Tu trouveras les liens dans la description. Je te souhaite une très belle journée et à très vite!